Nature Bien-être reçoit Landry Castel-Brun. Elle est experte en zones humides. Avec elle, on va parler des zones humides du plateau d'Alada. Agir pour freiner la régression, nous dira-t-elle. Voici ce que nous propose Cécile Rounet dans son reportage. Ces milieux constituent des zones humides. Comme point commun, l'eau. Elles peuvent être salées, douces ou saumâtres. Le Bénin a 4. Il y a la zone humide qu'on appelle la zone humide numéro 10-17 et la zone humide numéro 10-18 qui couvre la Kouémé, Nokoué, Lagune, Chenal de Bada, etc. Et nous avons la zone humide 1668 et 1669 qui sont au nord, d'Oulvé, Pandiari. Donc, ce sont les 4 zones humides que nous avons inscrites sur le site de Ramsar. Actuellement, le Bénin est en train de chercher à inscrire 2 autres zones. C'est la zone du lac Toro et la zone de Ablékété. Certains les voient comme un nid de moustiques ou un frein aux activités humaines. Mais les zones humides offrent assez bien d'avantages. Je pense dans le cas de la pêche. Vous savez combien la pêche apporte au niveau du Bénin par an? C'est plus de 60 milliards. Ouais, donc si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Vous prenez 1 hectare de mangrove, ça séquestre 12 tonnes de CO2 par an. Or, si vous détruisez ça, ça veut dire que vous permettez la libération de cette quantité de CO là dans la nature. Donc, ça contribue aux effets du changement climatique. 1 549 393 hectares. C'est l'espace occupé au Bénin selon la Convention de Ramsar. L'aménagement des cours d'eau, les prélèvements d'eau et les activités agricoles sont entre autres menaces. Protéger les zones humides vaut mieux que reconstruire. La protection vaut mieux que la reconstitution, nous dit Cécile Rounet. On retrouve sur le plateau ce soir Jennifer Sativi de la culture. Alors, l'environnement. Comment vous portez-vous? Ça va, heureuse et chez vous? Merci d'être là. Je me porte très bien. Vous nous prêtez main forte ce soir. Merci beaucoup. Vous recevez Landry Castel-Brun. Elle est experte en zone humide. Comment allez-vous? Bonsoir, madame. Bonjour, madame. Vous portez très bien. Le week-end, ça a été? Belle. Ah, waouh. Je ne souhaite même pas avoir de détails. Alors, on parle des zones humides. Comment procéder à leur protection, précisément les zones humides du plateau d'Alada, qui seraient en forte régression, paraît-il. Et il y a plusieurs actions qui provoquent cela. Donc, nous allons en parler tout à l'heure. Notre invitée, comme elle l'a dit, a fait beaucoup de travail. Elle a fait un travail de recherche sur la question. Et nous allons lui demander d'abord, dites-nous comment se portent les écosystèmes dans les zones humides d'Alada. Merci, madame Jennifer. Tout d'abord, la commune d'Alada est située dans le département de l'Atlantique, plus précisément dans le sud Bénin. Et dans le sud Bénin, nous avons 2 sites Ramsar. Le site Ramsar 1017 et le site Ramsar 1018. De là, ce site est constitué de la basse vallée du Kofo, de la lagune côtière du Chenal Ao. Et sur la base de la cartographie, il se fait que la limite de ces zones humides passe par la commune d'Alada. D'accord. Donc, c'est ce qui agit sur cette zone, en fait. Bon, c'est d'abord l'intérêt du sujet. Et après ça, nous avons vu que ces écosystèmes sont des milieux fragiles et instables. Et le rapport de la FAO sur la flore et la faune
a déjà porté notre attention sur le danger qui se pointe à l'horizon. Et cette étude a permis de comprendre que l'agriculture, l'exploitation forestière et la pêche sont considérés comme les principaux déterminants de dégradation, ajoutés à la croissance démographique, l'installation des populations et à l'urbanisation. D'accord. Le lien avec les zones humides. Voilà, je me demande, parce que peut-être l'installation anarchique, puisque si on parle de l'agriculture, de la pêche, c'est leur première activité de subsistance, si on peut dire. Donc, comment ils peuvent faire alors? Est-ce qu'ils vont arrêter de pêcher, de labourer la terre? Là, on ne peut pas leur dire d'arrêter, parce que vu l'épuisement des terres arables par l'occupation anarchique et la croissance galopante, les populations se sont penchées plus sur les zones humides pour pouvoir avoir des terres fertiles pour une bonne production. C'est ce qui a d'ailleurs intéressé ces populations à s'appesantir sur ces zones humides. La fertilité de ces sols. Et quelles sont les pratiques exactes qu'ils font et qui... Bon, plusieurs pratiques sont donc à décourager. L'agriculture, on peut dire qu'il y a beaucoup d'intrants. Les pesticides qui sont utilisés pour pouvoir rentabiliser leur production. Et ces pratiques qu'on impacte sur les zones humides, en ce sens que ces zones humides, ils utilisent d'abord ces zones pour leurs boissons, eau de boisson, pour la lessive et pour d'autres activités. Par exemple, s'ils veulent faire l'huile de palme, c'est au bord de ces zones humides, ils vont et dans une pirogue, dans un bateau, ils prennent l'eau pour pouvoir laver ces trucs-là. Donc, tout ça là impacte sur l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques qui sont utilisés. Et la production de ces huiles, nous les conservons. Ça peut impacter aussi notre santé. Ok, nous les consommons. Oui, nous les consommons. C'est clair. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous pourriez suggérer comme solution dans ce cas? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter de dégrader l'environnement ou les écosystèmes de ces zones humides? D'abord, pour en arriver là, nous avons constaté que la cartographie spatio-temporelle des zones humides a révélé une disparition totale des formations naturelles au profit des formations anthropiques. Et là, la savane arborée a totalement disparu des zones humides en 2014 contre 11,47% en 1990. Et là, les agglomérations ont connu une progression vraiment sensible de 9,43. Donc, ce qui explique que les formations naturelles sont vraiment en dégradation au profit des formations anthropiques. Et les cultures, les champs jachères sont laissés en faveur de ces agglomérations. C'est ce qui explique d'ailleurs l'installation anarchique de ces populations à des fins commerciales et de production. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de sensibilisation envers ces populations déjà? Plusieurs tentatives sont déjà à l'œuvre dans la commune parce que nous avons le CERPA Atlantique qui a déjà fait le CERPA Alada. Et mène déjà des actions en faveur de ces zones pour pouvoir les sensibiliser et les former. Mais vous savez que la population est toujours maître de sa nature. Il fait de quoi il veut. Donc ils n'ont pas encore vraiment pris le pli? Non, pas tellement. Ils n'ont pas encore vraiment pris le pli. Là, cette situation a permis d'identifier 5 espèces menacées qui sont sur la liste rouge
du Bénin, de l'UCN au Bénin. D'accord. Et ces espèces, vous savez que c'est tellement consacré au Bénin. Et si on dit que ces espèces sont en disparition totale, il va falloir mener des actions pour pouvoir faire venir encore. De quelles espèces s'agit-il? Il s'agit de Xanthosylum xantholoides. Vous pouvez nous épargner les thèmes techniques? Comment les populations de ces localités-là, d'Alada précisément, peuvent comprendre la chose? On l'appelle ça rétine. Rétine. Bon, triplochidon sclérosoïde, ça là c'est Weti. C'est Weti. Bon, ces populations utilisent ces espèces aussi à des fins commerciales, mais vu la dégradation alarmante des pratiques endogènes, il faudrait donc des actions plus performantes pour pouvoir remédier à ces... Ça, justement, tout à l'heure, vous parliez de la convention de Ramsar qui protège ces zones humides. Donc, quelles sont les actions qu'il faut mener? Bon, les populations elles-mêmes ont déjà initié des actions. Ah, donc elles sont conscientes conscientes même de la situation et elles-mêmes, elles ont développé d'autres actions à travers les fientes et de volailles. Ça concerne l'agriculture biologique par rapport à l'ananas. Et même les forêts sacrées contribuent un tant soit peu à réguler la situation qui prévaut dans la commune d'Alada. Comment les forêts sacrées arrivent à jouer ce rôle? Exactement. Si nous considérons la fonction socio-culturelle et la sacralisation des forêts sacrées dans les zones humides fait que avant d'aller dans ces forêts, il y a d'abord une divinité qui est implantée dans cette zone d'abord. Et la divinité, à travers cette divinité, on peut trouver dès ou bien une forêt sacrée. Donc ils ont le respect du milieu. Le respect du milieu sacré fait que, et même s'il y a des actions qui sont menées, il y a d'autres endroits que les populations ne peuvent pas pénétrer. Donc tout ça là favorise la protection et la conservation de ces zones humides. Oui. Il faudrait peut-être encourager les forêts sacrées heureuses. Il faut en parler avec les spécialistes, amener peut-être nature tropicale et d'autres personnes. Certainement. Mais est-ce que c'est opportun déjà de s'intéresser à l'écosystème des zones humides? Est-ce que vous pensez que ça peut nous apporter des choses? Tout d'abord, une fois que la convention est là, c'est d'abord pour protéger les zones humides. C'est pour ça que le Bénin a inscrit jusqu'en 2017 4 sites comme ça. Donc c'est très important d'abord. Ça tient compte de l'importance capitale des zones humides qui portent vraiment, qui ont un atout considérable. Dans ce sens. Ok, merci beaucoup Madame Estelle Brun. Et puis donc on retient que des actions sont quand même menées. Il faut que les populations elles-mêmes prennent conscience et puis jouent le rôle qu'il faut. Merci d'avoir été sur notre plateau. Heureuse. Merci à vous. Et merci de nous avoir reçus. Avant de finir, permettez-moi de dire qu'il faut d'abord une éducation relative à l'environnement en partant la base. En partant la base, l'introduire dans l'éducation, dans le système éducatif. Exactement. Là, ça peut, un tant soit peu, réguler la situation des zones humides sur le plan national. Il faut une éducation relative à l'environnement. D'accord. C'est entendu. Merci à vous, mesdames Jennifer Satiri et Landrick Estelle Brun. Vous êtes experte en zones humides. Merci, bonne soirée à vous.